auditeurs, auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Comme à chaque audience, je suis en compagnie des juges au siège. D'un des juges au Fravara, bonjour. Bonjour président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vara, bonjour président Kaboré, bonjour. Madame, messieurs, bonjour. Pour cette deuxième convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité reçoit là-bas le magistrat Bruno Zapsonré. Il est le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Burkina Samab et il sera avec nous dans un instant. Avec lui, il sera question de la rentrée judiciaire 2023-2024, défis et perspectives selon le Samab. Et sur ce, je déclare ouvert cette deuxième audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Alors, premier avant-propos, c'est le Niger, où le gouvernement algérien a informé, par un courrier que nous avons pu voir, que le gouvernement du Niger a accepté l'offre de médiation algérienne. Donc, l'Algérie qui propose ses offres au Niger pour des négociations en vue d'une solution politique à la crise que traverse le Niger. Et donc, le gouvernement algérien, naturellement, se réjouit par le fait que le Niger ait accepté cette initiative qui a été prise par le président Tebboune. Alors donc, naturellement, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a été instruit de se rendre très rapidement, donc dans les brefs délais, à Niamey pour voir déjà comment est-ce que les bases de ce dialogue vont être jetées. Alors ici, si cette initiative prend, ce qui est d'ailleurs à saluer parce que ce qu'on appelle la coopération sud-sud entre Africains, si ça prend, bon, déjà, c'est une bonne chose. Surtout que la CEDEAO, on ne sait pas si les muscles sont toujours bandés ou pas. C'est une CEDEAO aussi qui est en train de regarder les choses avec ce qu'elle peut faire. Et donc, de fait de médiation, ce n'est pas la première fois que l'Algérie se mêle des questions de médiation. On se rappelle des fameux accords d'Alger par rapport au Mali qui sont toujours dans les tiroirs. Il y en a qui disent qu'il faut l'appliquer, il faut les revoir, il faut les donner. Donc déjà, il y avait ça déjà qui était là. Donc au Niger, espérons que cette fois-ci, ça va être la bonne et que les différents acteurs, dans un élan de sincérité et de bonne foi, pourront aller à ce dialogue-là qui vise à aider le Niger à trouver effectivement, c'est bien dit, une solution politique à la crise parce que c'est avant tout une crise politique. Voilà. Donc, tout ça. Deuxième avant-propos, c'est pratiquement de l'autre côté, là, c'est hors de la zone CEDEAO. On a vu la présentation avec beaucoup de surprise et d'humour du président gabonais qui se présente, qui dit qu'il est chef de l'État, il est président de la République et il se met aux ordres du président Denis Sassou Nguesso. Ça fait rire, mais bon, quand on est dans la peau du soldat, on est habitué à donner la rançon. C'est rapide, c'est difficile que ça vous décolle à la peau. Mais ce qui n'est pas chose ici, c'est que quand même, c'est devenu chef de l'État. Donc les services protocolaires devraient pouvoir l'aider à pouvoir surmonter ça. C'est que Denis Sassou Nguesso, c'est un autre niveau. C'est pratiquement un seigneur. Il y a plusieurs présidents qui lui vouent pratiquement un culte. Même le président ivoirien Alassane Ouattara. Donc qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a pu obnubiler le nouveau président tel enseigne qu'il se perd ainsi dans la présentation? On attend de voir. Mais quoi qu'il en soit, c'est une vidéo qui est devenue pratiquement virale et s'en fait rire, les uns et les autres. Mais bon, merci d'État aussi, il va finir par s'en faire. C'est ce que j'avais comme avant-propos. D'accord. Alors, juge Vara, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Oui, merci président. Ce qui retient mon attention, c'est un point de presse qui a été animé hier. C'est par la coordination nationale de lutte contre la fraude. Et on parle d'un réseau de fraude fiscale qui a été démantelé et on parle donc de personnes qui ont entrepris de mettre en place des sociétés écrans, on appelle ça taxi, et eux qu'est-ce qu'ils font? Ils sont derrière et puis bon, ils donnent leur numéro IFI pour des transactions, ils ne reversent jamais ce qu'ils devraient normalement au service des impôts, et donc c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et derrière on parle même d'une centaine de personnes dont ils ont les documents et qui sont celles-là qui sont liées à ces entreprises, mais
quand on parle d'eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont derrière la machine, vous ne les avez pas on va dire comme ça, dans toutes les sociétés écrans. Ils n'ont pas leur nom. Donc ils prennent des documents de personnes pour ouvrir des sociétés, et puis ils ont des numéros IFU, et puis ils permettent aux gens de faire des transactions. Maintenant, pour ce qui est vous faites des trucs achetés, TTC, quoi, en tout cas, ce qui doit revenir aux impôts là, ils ne reversent pas. Et donc, on parle d'un manque à gagner de près de 2 milliards de francs CFA. Et puis, c'est des personnes aussi qui ont d'abord été envoyées au commissariat, donc qui ont un peu joué les durs. Et puis après, comme on sait aussi la façon de fonctionner de la coordination de la lutte contre la fraude, il y a la possibilité tout le temps de l'entente. Donc, d'aller donc à des négociations et puis trouver un juste milieu. Et c'est ce qu'ils ont préféré. On dit qu'à ce jour, la somme de près de 379 millions de francs CFA a pu être récupérée. Et on espère que la totalité, pour moi, c'est vraiment très important. Parce qu'on est dans une période qui est assez difficile et on ne peut pas faire l'économie d'impôts et se permettre que des opérateurs échappent à ces réalités-là alors que tout le monde y est astreint. Et c'est encore féliciter aussi la coordination de lutte contre la fraude qui continue donc son travail avec celui qui est à sa tête. Mais à chaque fois, moi, la question de possibilité d'entente à la fin, parce que c'est le principe aussi lorsque la coordination attrape quelqu'un, moi ça me dérange toujours. Parce qu'on a l'impression que tant que vous n'êtes pas attrapé, vous êtes sauvé. Et même si on vous attrape, vous pouvez négocier. Et je trouve que c'est un peu complexe ça, et c'est pas forcément de nature à mettre fin à cette fraude-là. Pour ceux qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM, vous êtes bien à la 2e convocation du tribunal de l'actualité et nous recevons à la barre ce matin le magistrat Bruno Zapsonré. Il est le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Burkina. Bonjour et bienvenue à cette convocation. Bonjour à vous. Question de généralité déjà pour commencer. Quand on parle de rentrée judiciaire, de quoi s'agit-il exactement et quel est le mythe qui se cache derrière cette tradition ? Ok, merci. Je donne la parole pour m'expliquer un peu sur la notion de rentrée judiciaire. Faut-il que la rentrée judiciaire tire son fondement effectivement de la rentrée parlementaire en France depuis le XIVe siècle. Et s'inspirant de cette situation, nous l'avons consacré dans notre statut, à son article 80, où il est fait obligation effectivement de tenir cette rentrée judiciaire et qui est naturellement organisée de façon conjointe par les chefs des cours, du moins des hautes cours, à savoir la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes. À cette occasion, effectivement, faisons l'état des lieux, ne pas dire le bilan de l'année écoulée, et naturellement des projections sur l'année nouvelle à venir. Voilà, c'est un peu ça. Alors, monsieur le juge, le convoqué est à vous pour des questions de généralité ou de fond. Bon, question de généralité, c'est l'affaire Aga de Comsilga qui a défrayé la chronique. On a vu que l'ensemble de l'intersyndical avait bandé les muscles, il y avait beaucoup de tensions à l'air et après, bon, les choses se sont calmées. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la sortie du chef de l'État ou qu'est-ce qui s'est passé? Pour que bon, la ferveur est vite retombée et puis bon, on est passé à autre chose alors qu'on était parti pour apparemment un bras de fer qui devait durer, compte tenu de la gravité des faits et des postures qui avaient été engagées par les uns et les autres. Bon, pour moi, je pense que à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et il y a eu, je dirais, des situations qui sont produites de part et d'autre. Voilà, nous avons estimé qu'en son temps, il fallait une réaction de notre part. Et lorsque nous avons jugé utile de reprendre le service, nous n'avons pas hésité. Donc, naturellement que dans les relations humaines, il peut forcément exister des frictions. Voilà, pour peu qu'effectivement on soit animé quand même d'une bonne conscience, on arrive quand même à concilier les points de divergence et avancer. Pour nous, l'essentiel, c'est d'avancer
Et vous rassurez également que nous ne sommes pas dans la logique de bras de fer pour dire que on pourrait nous menacer pour que nous puissions fléchir à quoi que ce soit. Non, nous sommes quand même assez matures, nous sommes assez responsables. Nous prenons les décisions quand il le faut, où il le faut et comment il le faut. Oui, alors, je vais... Bon, on est dans les généralités. Je pense que vous avez tous, comme nous, suivi l'entretien avec le président. Vous avez été beaucoup interpellés dans ce grand entretien avec 3 de nos confrères sur le fait que, bon, vous devrez vous assumer en vous auto-saisissant d'un certain nombre d'éléments. Quelle est votre lecture de tout cela? Bon, je pense que le président de la transition, chef de l'État, est le garant de l'indépendance de la justice. Et il ne saurait exister d'indépendance de la justice si effectivement le travail n'est pas réellement bien fait au niveau des acteurs judiciaires. Il est dans son bon droit que de penser que il y a un problème d'autosaisine. Mais si l'analyse est poussée davantage, on comprendra qu'au-delà effectivement de cette vision, il y a les réalités du terrain qui sont dues à un manque crucial de moyens matériels et financiers, de sorte que les magistrats ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent faire. Je vais vous donner un exemple. Lorsque on nous parle par exemple des gros dossiers, naturellement, ces gros dossiers riment avec les affaires criminelles. Pour organiser une assise au Burkina Faso aujourd'hui, il faut compter sur la générosité des partenaires techniques et financiers. Lorsque ils décident effectivement de surseoir par exemple au financement d'une assise criminelle, il ne peut se tenir cette assise criminelle. Je pense que le domaine de la justice est un domaine quand même de souveraineté et qu'il est vraiment temps, si tel est que la volonté au plus haut niveau, c'est de voir les affaires avancer, il est vraiment temps qu'on puisse arrimer effectivement cette question judiciaire-là au budget de l'État, de sorte qu'on ne pourra plus effectivement arguer d'un manque de moyens financiers pour nous exculper effectivement de nos missions. Alors, quand vous parlez de moyens financiers, pour les téléspectateurs et auditeurs, auditrices qui nous suivent, beaucoup se posent la question quand on sait que le magistrat, il a obtenu un certain nombre de faveurs pour être indépendant. Bon, en fait, vous ne voyez que ça. Mais je peux vous rassurer que lorsque, si vous investiguez, vous allez comprendre que le magistrat burkinabé n'est pas le mieux traité de la sous-région. Nous avons nos collègues du Mali à côté. Je n'ose pas vous dire ce qu'elle a un débutant au niveau du Mali, du coup elle perçoit comme salaire, mais c'est pas moins de 1 500 000. C'est que moi-même, après pratiquement 17 ans de fonction, je n'ai pas. Donc on fait de la fixation effectivement sur les salaires des magistrats burkinabés. Et on dit qu'on n'a pas les moyens, mais je ne pense pas que le Mali quand même soit largement loin du Burkina. Et je prends le Niger à côté, vous allez constater également que, en dépit du fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une transition militaire également, les choses sont en train d'être faites de sorte que les magistrats puissent connaître un rehaussement de leur traitement. C'est dire que c'est vraiment une nécessité, c'est une obligation pratiquement, et de faire en sorte que quand même la dignité qui est recommandée pour le magistrat puisse s'exprimer, se concrétiser en termes quand même de minimum. Bon, moi, je pense que j'avais posé la question. C'est vrai qu'il y a la question de moyens, mais est-ce que le président posait comme élément, c'est qu'il y a des faits qui sont, on va dire, du sud de tout le monde, sur lesquels il y a des questions, mais se demande pourquoi est-ce que la justice n'essaie pas de regarder pour y voir clair. Vous avez parlé de l'autosaisine, mais est-ce que c'est une question de moyens? Quand je prends la question, par exemple, du fameux stade
sur lesquels tout le monde est au courant que, bon, apparemment, il y a plein de dépenses qui ont été faites, on ne comprend pas. On se demande même, l'argent là, c'est allé où? C'est des éléments qu'il a donnés. Hein. Il y a beaucoup d'autres aussi, exemples qu'il a sortis, pour lesquels il s'est dit, bon, au moins la justice peut dire, bon, on va s'auto-saisir de la chose pour voir ce qu'il en est. Est-ce que ça, c'est d'abord une question de moyens? Qu'est-ce que ça donne pour le justiciable ou pour le citoyen lambda, le désintérêt peut-être de la justice par rapport à ce sujet-là qui sont d'intérêt pour lui et pour lesquels il veut avoir le clair mot, il veut avoir la responsabilité située sur ce qu'il voit de façon évidente comme des détournements ou voilà. Vous avez vraiment sorti le mot. Alors, il n'y a pas d'évidence en justice, il n'y a que les preuves. Voilà, et ce qui peut s'apparenter effectivement à une affaire pénale pourrait être une affaire civile. Donc je n'ai pas le contour effectivement de l'affaire du stade, du cas tout. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire que rien n'a été fait sur le plan judiciaire. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire que quelque chose a été fait. Donc, en pareille circonstance, il faut quand même observer la prudence, aller à l'information avant de s'engager dans de tels débats, de mon point de vue. Il y en a plein d'éléments à l'appel qui ont été cités lors de l'entretien du président. C'est la même chose de mon point de vue. Voilà, il faut avoir la certitude que rien n'a été fait avant de quand même... Même dans les éléments que le président lui-même a cités. Bon, je vous dis que moi, de mon point de vue, il faut vraiment se rassurer, avoir la certitude avant de faire certaines déclarations. Parce qu'il n'est pas aussi évident que ça, que on puisse penser que... on peut effectivement, à vue d'œil, penser que rien n'est fait. Mais je sais que quand même, les collègues n'hésitent pas, dès qu'il y a une dénonciation de presse, à aller fouiner pour comprendre ce qu'il en est. Depuis un certain temps, c'est pratiquement systématique. Maintenant, si je viens à filmer sur ce plateau que rien n'est fait, vraiment, ce sera vraiment un jugement de valeur. D'accord, allez-y, juge Bougma. Oui, vous avez dit qu'il y a un problème de moyens pour certains dossiers. Moi, je veux comprendre quand il y a outrage qui est fait aux personnalités, notamment au chef de l'État, de Blaise Compaoré à Roch-Marc Christian Kaboré, en passant par Damiba jusqu'au capitaine Ibrahim Traoré. Il y a eu plusieurs fois où des faits d'outrage à l'autorité, voilà, constaté. Bon, en tout cas, il dit qu'il n'y a pas d'autosaisine, et ça c'est vrai. Ça peut coûter combien une telle action pour s'autosaisir, pour connaître d'une telle... Ça peut coûter combien? Ok, je vous dis que à ce niveau, ça ne coûte aucun copec. Mais vous constatez qu'effectivement, lorsqu'on parle d'outrage, ça touche à un individu. Si l'individu lui-même ne manifeste pas la volonté effectivement de voir effectivement les poursuites se faire, on ne peut pas être plus loyaliste que le roi. Voilà. Il y a des infractions pour lesquelles, naturellement, il faut que ce soit la volonté même de la personne qui est supposée victime là. Il faut que effectivement l'action publique puisse être déclenchée par cette personne. Alors moi la question que je veux poser c'est, mais est-ce que c'est possible compte tenu de, comment on appelle ça, le fait que c'est une autorité, est-ce que c'est permis que la justice s'autosaisisse, même si la personne incriminée elle-même n'en a pas fait un problème? Est-ce que c'est permis au procureur dans ces conditions-là de le faire? Je rappelle que le procureur a l'opportunité de poursuite. S'il juge qu'il est opportun de le faire, il le fera. S'il juge qu'il est inopportun de le faire, il ne le fera pas. Donc, moi, la question, c'est est-ce qu'il peut le faire? Légalement, rien ne l'interdit. D'accord. Okay. Et en même temps, tout l'autorise à le faire comme à ne pas le faire. D'accord. C'est ce que je veux dire. Alors, on entre déjà dans le fond du sujet. Traitement judiciaire des infractions économiques et financières, état des lieux et perspectives. C'est sur ce thème que s'est ouvert ce 2 octobre la rentrée judiciaire. Suivant même la thématique, quel est justement l'état des lieux des infractions économiques au Burkina? Effectivement, ce qui a lieu de constater, c'est que les infractions économiques et financières pullulent ces derniers temps. Et il est impérieux effectivement que les gars soient jetés du côté vraiment des instruments juridiques et même institutionnels, de sorte vraiment à arrimer la réalité des choses avec ce qui doit se faire. Voilà. On parlait tantôt d'accélération de traitement des dossiers judiciaires. Vous avez évoqué les questions de moyens économiques, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui freine l'accélération de ces dossiers-là dont ont évoqué tout à l'heure les juges?
Ok. En ce qui concerne les infractions économiques et financières, il faut dire qu'il y a pas mal d'entraves. Et je vais citer déjà une des difficultés. C'est lié même à la personne du présumé auteur. Si par exemple il s'agit d'une personnalité, à savoir le chef de l'État ou un membre de son gouvernement, vous êtes sans ignorer que c'est de la compétence de la Haute Cour de justice. La mise en accusation doit se faire par des députés. Donc vous voyez qu'effectivement pour cette catégorie d'infraction, et du reste même je souligne en passant que depuis un certain temps, la Haute Cour de justice n'est pas fonctionnelle. Voilà, donc je ne vois pas comment effectivement si une infraction économique et financière venait à être commise par cette catégorie de personnes, on puisse aboutir vraiment à des poursuites pour parler de sanctions. Voilà. Ensuite, c'est des infractions très complexes qui ont nécessairement besoin d'une certaine prudence dans la diligence des enquêtes. Si on se précipite, on va passer à côté. Voilà, c'est pourquoi effectivement on se donne le temps qu'il faut pour d'abord enquêter, parce que je vous informe également qu'il y a une enquête de patrimoine qui est menée à l'occasion et qui peut avoir des éléments d'extranéité, quand on parle d'éléments d'extranéité qui peuvent vous envoyer dans un autre pays, ainsi de suite. Il y a pas mal d'éléments. Et à l'issue de ça, lorsque le dossier est en état, vous montez, il y a la question des droits de la défense. Vous arrivez, vous êtes prêt à juger, un avocat vient, il dit que lui, il n'a été constitué qu'à quelques jours de cela. Il souhaiterait le renvoi du dossier, vous n'avez pas autre choix que de renvoyer ce dossier. À la prochaine audience, si le mis en cause, effectivement, vient à se constituer un autre avocat, ce même avocat, effectivement, peut dérouler le même scénario, et vous n'avez pas autre choix que de renvoyer. Donc, le temps mis, effectivement, pour le traitement des dossiers n'est pas forcément le fait des magistrats. Nous, par moment, nous tenons à maintenir, à retenir les dossiers, mais au regard de ces réalités, et nous n'avons pas d'autre choix. Pourtant, vous avez tout de même un coup de pouce de certaines structures. Quand on prend l'autorité supérieure de lutte contre la corruption, de contrôle de l'État, la SELC, quand on prend le réseau national de lutte anticorruption, il y a un travail qui est fait à ce niveau. Il y a des rapports d'audit qui sont produits. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous en saisir pour accélérer un peu? Ok, en fait, nous sommes dans un système de présomption d'innocence. Voilà, c'est-à-dire toute personne qui est traduite devant nous est présumée innocente jusqu'à ce que effectivement sa culpabilité soit établie. C'est pas parce que la SEI dit qu'il est coupable, c'est pas parce que le RENAC dit qu'il est coupable, c'est pas parce qu'une autre justice dit qu'il est coupable que le juge va acter et dire qu'il est coupable. Non. Le juge quand même a son discernement et il ne statue que sur la base d'éléments de preuve et rien que ça. Si les éléments sont tangibles, il va suivre. Si ce n'est pas tangible, il ne suivra pas. Il n'y a justement pas que les infractions économiques qui sont nombreux, ces détenus qui croupissent un peu dans les geôles de nos prisons, attendant depuis plusieurs années leur jugement. Ça aussi, c'est une lenteur. Oui, nous constatons toute cette lenteur. Mais ce que je dis, cette lenteur n'est pas forcément tributaire des acteurs judiciaires. Ce n'est pas seulement le fait des acteurs judiciaires. Je vous ai donné quelques exemples. Voilà, de sorte qu'il n'est pas évident. En fait, la réalité de la justice est tout autre. Si on vous dit, par exemple, que des prévenus que vous dites qu'en train de croupir à la maison d'arrêt, le jour de leur jugement, on peut faire l'appel et ils ne vont pas répondre présent, ils ne viendront pas. Donc, par eux-mêmes les faits, on peut ne pas pouvoir les juger ces jours. Et le dossier sera systématiquement envoyé. Allez-y échanger avec la garde de sécurité pénitentiaire, vous diront qu'effectivement, il y a des détenus qui ne répondent pas à l'appel. Oh, mais ça c'est rare. C'est pas l'élément majeur qui va expliquer ça. Nous sommes en train de laguer effectivement les causes probables effectivement de la lenteur. C'est pour dire, avec des exemples concrets, que ce n'est pas forcément le fait des acteurs judiciaires. Celui-même qui prétend ne pas être jugé dans les délais peut être même l'acteur principal effectivement de cette lenteur-là. C'est ce que je vais faire ressortir, c'est tout. Sinon, je n'ai pas dit que c'est forcément la raison principale.
Voilà. La conséquence de cette lenteur, c'est que pour le commun des Burkinabés, ils fustigent pour la plupart cette lenteur dont vous faites preuve. Et qu'est-ce que vous leur répondez exactement, puisqu'on a le premier des Burkinabés, le chef de l'État, qui lui aussi a dénoncé cette lenteur-là. Beaucoup de Burkinabés fustigent le système judiciaire dans sa forme actuelle. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, en fait, à ce niveau, il faut reconnaître et regretter effectivement cette lenteur. Et en même temps, si on est animé quand même d'un minimum d'objectivité, on comprendra que ce n'est pas uniquement le fait des acteurs judiciaires que cette lenteur est constatée. Et ensuite, il faut comprendre que dans aucun système au monde, aucun système judiciaire au monde, vous ne trouverez effectivement des justiciables très satisfaits de la justice. Ça n'existe pas. Si vous en trouvez, je suis preneur. Voilà. Donc c'est pour dire qu'en la matière, il faut du moins travailler à reconnaître le mérite des acteurs judiciaires, parce que ce mérite est constaté dans l'annuaire statistique qui est élaboré chaque année. Et quand vous prenez quand même l'annuaire statistique, vous allez constater une évolution quand même significative au fil des années. Je pense que ça déjà, ça a salué avant de condamner cette lenteur. On peut mieux faire, d'accord, mais déjà il faut saluer cette évolution positive avant d'aller dans les logiques de condamnation. Et pour ceux qui réclament une réforme du système judiciaire? Bon, vous savez, le juge est là pour appliquer les dispositions légales. Ce qui lui sera présenté, il ne va effectivement que se contenter de cela. Il n'est pas législateur, il observe en ce qui concerne la prise de décision dans ce sens. Et à l'issue, si on lui présente d'autres dispositions légales qu'il se devra d'appliquer, il va les appliquer effectivement sans soucier, je pense. Pour ceux qui nous prennent en marche sur Watt FM, le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Burkina est notre convoqué à la barre, oui, juge Vara. Moi, je reviens aussi à ce que le président a dit, c'était dans son entretien de vendredi. Il a dit, bon, lui, il a une aversion pour les gens qu'on a souvent en prison, parce que déjà dans le modèle, on a copié des systèmes auxquels on n'a pas apporter les mêmes accompagnements qu'ils ont, et que ça fait qu'en prison, par exemple, il y a des gens qu'on trouve qui n'y ont pas forcément leur place, même si on a l'infraction qui a été constatée, et donc les mesures punitives qui ont été prises. Et il dit qu'il est contre le fait qu'on envoie systématiquement des gens en prison, alors qu'on pourrait trouver d'autres solutions. Vous êtes dans l'appareil, est-ce que c'est un sentiment aussi que vous partagez? Parce que des fois, si on va dans nos prisons, bon, on a déjà un taux comment dire cela, un ratio qui est hors norme. Vous voyez des gens qui sont dans des cellules en surnombre. Vous avez des conditions de détention des conditions qui ne sont pas forcément, des carcérations là qui ne sont pas forcément bonnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, et quelle réflexion peut être menée là-dessus? Ok, merci. Je pense que comme il ne s'agit que d'un sentiment, je vais respecter vraiment ce sentiment, parce que bon, toute personne a droit à son opinion, et c'est ce qui fait vraiment la diversité au niveau des acteurs. C'est l'opinion du président. Bon, ce que j'ai dit, j'ai une opinion, demain une opinion, d'où qu'elle vienne quand même. Voilà, c'est pas parce que c'est l'opinion du président qu'on va considérer cela comme une disposition légale. Voilà, donc ça demeure quand même une opinion. Mais je dirais quand même que sur ces aspects, il faut beaucoup nuancer, parce que le juge, comme je l'ai dit, n'est serviteur que de la loi. Si la loi nous autorise, nous interdit les condamnations fermes, la loi nous interdit d'envoyer dorénavant les justiciables en prison, nous n'avons aucun intérêt à aller contre ces dispositions légales. Du reste, nous allons les appliquer à cœur joie. Nous n'avons pas d'ennemis à la maison d'arrêt. C'est parce que nous estimons que ces gens, ça doit y être qui s'y trouvent. Et du reste, lorsque on nous parle d'aller, par exemple, dans une logique de travail d'intérêt général, ce qui existe même déjà dans nos dispositions légales, le TIG existe comme peine alternative
à des conditions. Il faut que la personne même qui sera condamnée à ce travail d'intérêt général soit consentante. Autrement, vous ne pouvez pas le condamner à un travail d'intérêt général, sinon vous êtes dans une logique de travail forcé. Nous avons souscrit à des conventions internationales. Dénonçons d'abord ces conventions, ensuite on pourra aller voir effectivement à l'interne ce qui nous convient. Sinon, tant que nous serons effectivement embarqués dans ces conventions internationales-là, il nous sera difficile de nous débiner de quelque manière que ce soit. Je poursuis pour dire, par exemple, lorsqu'on nous parle d'une justice, je ne sais pas, traditionnelle ou quoi, mais l'existant même n'est même pas suffisamment expérimenté. J'ai déjà parlé de cette question de tribunaux départementaux. C'était dans la logique de rapprocher la justice du justiciable. Investiguer pour voir comment ces tribunaux d'arrondissement ou de départementaux là fonctionnent. Le fonctionnement n'existe quasiment pas. Si effectivement on est dans la logique d'une justice traditionnelle, ce n'est pas des acteurs, ce n'est pas des magistrats professionnels qui animent ces tribunaux départementaux d'arrondissement. C'est une sorte de justice traditionnelle. Mais on n'a même pas cherché effectivement à les permettre de fonctionner. Pourquoi on va aller encore lever d'autres lièvres? Pendant que les lièvres que nous avons commencé à poursuivre, nous n'avons pas réussi à les rattraper. Voilà. Oui. Mais quand on vous écoute, vous employez souvent un terme. Ce n'est pas interdit. Ou bien, il peut ou il ne peut pas. Je comprends que vous êtes arrivé à la lecture selon les textes, mais je pense que ce qui est lu et analysé ici, c'est dans ce qui est permis, qu'est-ce que vous faites. Je m'explique. Quand le président dit qu'il n'est pas trop pour les condamnations fermes, c'est parce que si on veut partir du point de vue du droit, c'est un peu ça, hein, trouver plutôt des alternatives. Je pense que c'est permis, mais nous, sous nos cieux, je pense que la plupart du temps, quand on va au tribunal, ce que le monsieur il attend, c'est de savoir est-ce qu'il aurait une condamnation ferme, c'est avec sursis, ou bien on va le laisser partir sans autre problème. C'est comme si chez nous, vous parlez des TIG, les travaux d'intérêt général, ça n'existe pas. Moi, en tout cas, la plupart des sentences que moi j'entends, c'est souvent ça. C'est ferme, c'est provisoire, ou bien le monsieur il est acquitté. C'est dire que même le voleur de poulet, ou bien, je ne sais pas moi, celui qui a des infractions, le caractère bénigne en tout cas, c'est chacun qui peut en faire la lecture. Les textes sont les textes. Mais c'est que ce qui vous est permis, vous êtes enclin à voir les gens en prison ferme ou voilà. C'est-à-dire qu'il y a d'autres alternatives qui existent, qui sont moins usitées. J'ai l'impression que c'est plutôt le reproche qui est fait. D'accord. En fait, je comprends le regard du profane dans la matière, parce que ça ne peut être que cette analyse qui puisse se développer lorsque voilà, on n'est vraiment pas professionnel dans la matière. Effectivement, il y a des alternatives à condition. Par exemple, lorsque vous avez affaire à un repris de justice ou à un récidiviste, vous ne pouvez pas vous autoriser à accorder un sursis. S'il est coupable, vous êtes obligé de lui donner une peine ferme. Et vous savez très bien qu'en la matière, généralement, il est difficile pour quelqu'un qui a déjà séjourné à la maison d'arrêt de ne pas y retourner. Cette personne, quelle que soit la situation, dès que les faits sont constitués, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller dans la logique de la fermeté. En tout cas, à l'état actuel de nos tests. Voilà. Sinon, quand il y a la possibilité, au regard des faits, d'aller dans un sursis ou tout autre à la possibilité, nous n'hésitons pas. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas vraiment voilà, des personnes qui sont là, des tortionnaires, comme voilà, on veut nous présenter. Non, c'est pas ça. Voilà, je pense que lorsque on décide de certaines décisions, surtout qu'il y a la possibilité de faire appel. Les premiers juges ont décidé de te condamner fermement. Si tu n'es pas d'accord, fais appel. Voilà. Les juges d'appel vont apprécier si la fermeté était fondée ou pas. Et ensuite, et même à ce niveau, si tu n'es pas encore satisfait, tu vas en cassation.
Non, ça c'est des choses sûres. Hein. Voilà. Après, comme vous dites, on n'est pas on ne maîtrise pas tout parce qu'on n'est pas de votre domaine. Mais à l'empirique, on assiste souvent à des procès, on a des frères qui vont devant les tribunaux. Je parle de la décision que vous donnez et le regard qui a été la lecture, celle du président. C'est qu'il y a des alternatives qui ne sont pas souvent usitées. Je reviens sur la question par exemple des TIG. Il y a des alternatives. Sinon, ce que vous dites tout à l'heure, ça c'est des éléments, on connaît les sentences que vous pouvez. Il y a des alternatives qui ne peuvent même pas être usitées en fonction de certaines circonstances. Il n'y a aucune alternative possible pour un récidiviste ou un repris de justice. Je ne parle pas de récidiviste. Il y a plein de cas qui viennent sur vos tables. J'aurais souhaité que des statistiques me soient présentées actuellement, me disant que, bon, par exemple, sur une population de 2000 détenus, il y a des condamnés fermes de plus de 1500 qui venaient pour la première fois devant vous. J'aurais souhaité qu'on me dise, par exemple, que il y a plus de 1500 condamnés sur 2000 qui ont été condamnés fermes pour des faits de vol de poulet, ainsi de suite. Je pense que là, on aurait des éléments concrets pour discuter. Bon. Mais sur vraiment... Pour terminer, moi j'aurais préféré, comme vous êtes du domaine, et vous disiez que nous on ne l'est pas, c'est vrai, on ne connaît pas, mais dans l'empirique, nous, quand on fait l'approche, voilà. Peut-être que vous nous auriez dit que les TIG, par exemple, les travaux d'intérêt général, le président se trompe parce que voilà un certain nombre de décisions qu'on a rendues là-dessus. Donc, il se trompe parce que les statistiques lui font mentir. C'est vous qui les avez, logiquement. Non. C'est pour ça que j'ai parlé d'alternative. Non, c'est pas nous qui critiquons aujourd'hui. Celui qui critique, quand même, doit s'entourer d'un minimum, quand même, de confort. À travers des éléments tangibles qu'il peut, quand même, brandir. Sinon, critiquer pour critiquer, on peut tous les faire. Voilà. Oui, mais vous êtes magistrat, mais vous êtes à la barre du tribunal et vous ne répondez pas spécifiquement à la question du juge. Je me donne des éléments pour vous ne répondez pas à la question. Parce que les alternatives, ils les usutent assez souvent et voilà peut-être les statistiques, voilà ce qu'ils font de façon récurrente. Maintenant, bon, si c'est nous qui devrons vous dire que... Non, en fait, ce que je vais vous dire, la loi ne nous oblige pas d'utiliser ces alternatives. Voilà. La loi parle en termes de possibilités. On peut accorder un sursis, par exemple, à quelqu'un, à un délinquant primaire, celui qui comparaît pour la première fois. Mais la loi ne fait pas de ça une obligation. On est d'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est pour dire que quand on parle d'alternative, c'est dit, c'est une alternative. Maintenant, si vous n'allez pas dans le sens de l'alternative, qu'on ne vous pas à l'hégémonie quand même. Voilà. La parole au juge Bougma, allez-y. Oui, vous avez dit que pour les travaux d'intérêt généraux, ça ne peut pas se faire sans le consentement du concerné. Voilà. Maintenant, c'est à quelle étape de la procédure on peut lui faire comprendre qu'il a le choix à faire ou mais c'est lui qui doit dire « moi je veux ci ». Ok, dans la déontologie du magistrat, il est interdit de donner des conseils de cette nature Non, je n'ai pas dit magistrat, dans la procédure. Oui. Parce que c'est à quelle étape de la procédure que cette possibilité peut lui être... Il fait avec son avocat ou bien c'est... Parce que, bon, il y en a qui nous écoutent. Oui. Il y en a qui ne savent même pas que ça existe dans nos dispositions. Nous, les censés ignorer, là, on est d'accord. Tout à fait. Mais il faut tenir compte également du niveau de, comment on appelle ça, d'instruction de nos populations. Oui. Parce que vous avez un langage qui est propre à vous. Quand il arrive, même le langage, il le comprend difficilement. Parce que vous voyez, même ceux qui sont allés à l'école, c'est un langage d'un corps bien défini. Donc, quand vous entrez dans la cour, le procès a commencé, c'est une autre ambiance qui est là. Il y en a qui ne savent même pas que ces dispositions existent et qu'il a le choix. En fait, l'émission a aussi une valeur pédagogique. C'est de faire comprendre que si d'aventure vous êtes devant les tribunaux, vous avez la possibilité de demander. C'est pourquoi je demande ça à quelle étape pour ceux qui veulent comprendre. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui attendent leur procès et qui se disent « Ah, est-ce que moi je ne vais même pas voir si c'est possible ?» Ok, je vois que effectivement, bon, certaines évidences de ma part ne sont pas forcément des évidences pour tout le monde. Et ça au moins c'est clair. Voilà, donc, c'est un corps à part entière avec sa façon de fonctionner. En fait, c'est pour dire que c'est pratiquement lorsque vous êtes en train d'être jugé, que vous pouvez quand même solliciter cette possibilité et au juge d'apprécier en fonction effectivement des conditionnalités prévues en la matière. D'accord. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les moyens financiers, Conseil supérieur de la magistrature,
ministère de la Justice, c'est par le truchement de qui l'action judiciaire est financée? C'est le ministère ou c'est le CSM qui, en fonction des prévisions, il y a un budget qu'on lui alloue pour pouvoir faire le boulot, ça ne vient pas à temps, mais c'est le ministère de la Justice qui doit voir auprès de son collègue de l'économie et des finances pour faciliter la tâche, parce que les Burkinabés se demandent comment ces gens-là disent toujours qu'ils n'ont pas les moyens pour rendre justice, alors qu'on a besoin de la justice comme élément fondamental, comme pilier fondamental pour la démocratie, parce que ça permet de régler beaucoup de choses. Vous avez une affaire qui pend, monsieur dit qu'il n'a pas les moyens pour vous juger, vous êtes parfois bloqué dans votre élan, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, en même temps il y a une présomption de culpabilité qui pèse sur vous, et vous avez ça, un mal-être, vous vivez un mal-être avec ça, alors que quelqu'un dit qu'il n'a pas les moyens, qui doit lui donner les moyens pour fonctionner? D'accord, vraiment cette question est très intéressante, parce qu'on aurait souhaité vraiment que le Conseil supérieur de la magistrature jouisse d'une autonomie financière, mais malheureusement ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà. C'est le ministère de la Justice qui a habilité effectivement à aller discuter du budget du ministère au niveau de l'Assemblée nationale. Et je rappelle qu'à ce niveau, les États généraux en 2015 qui avaient été organisés, les conclusions avaient souhaité vraiment que le budget du ministère de la Justice depuis 2015 soit rehaussé quand même à au moins 2%, et naturellement avec une progression au fil des ans. Jusqu'à ce jour, ce pourcentage n'est pas encore atteint. Voilà, c'est pour dire que tout le monde constate effectivement qu'il y a beaucoup à faire au niveau de la justice, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Alors, par rapport à l'autonomie financière du Conseil supérieur de la magistrature, qu'est-ce qui explique le fait que le CSM ne soit pas financièrement autonome? Bon, le débat a été mené. On estime que à partir du moment où le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas une institution au regard des dispositions légales, elle ne saurait avoir une autonomie financière qui puisse lui permettre de fonctionner de façon vraiment véritablement autonome. Oui, mais est-ce que réellement, pratiquement, ça tient? Ça, c'est des questions de principe technique, mais est-ce que ça permet, ça tient? Vous savez, la réalité, c'est quoi? Vous voulez quelque chose, vous partez défendre votre projet auprès des financiers. S'ils développent des argumentaires, est-ce que vous pouvez les forcer la main? Vous êtes obligé de constater effectivement qu'il y a un argumentaire qui a été développé et en prendre acte, espérant que les choses vont aller de mieux en mieux. Et lorsque, par exemple, le CSM deviendra, par exemple, une institution, on espère que d'autres arguments ne vont pas prévaloir, effectivement, de sorte à empêcher, effectivement, cette autonomie financière. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. En réponse aux questions des juges ici, vous avez plusieurs fois dit que le magistrat n'est pas forcément tributaire de certaines réalités qui peuvent justifier la lenteur. Mais l'autre réalité, c'est que le chef de l'État a aussi parlé de certains acteurs du monde judiciaire qui refusent de se rendre dans des zones à fort défi sécuritaire, alors que beaucoup de fonctionnaires s'y rendent. Qu'est-ce que vous répondez? D'accord. En fait, je n'aime pas trop intervenir dans une logique de peut-être répondre au chef de l'État, sinon ça peut on a l'impression que le SG du SAMA a peur. Bon, pour ceux qui me connaissent quand même, ils vous diront le contraire. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait un mérite vraiment à se vanter de son courage, mais pour ceux qui me connaissent, ils vous diront jusqu'où je peux aller. Répondez donc à la question. Voilà, c'est pour dire qu'à ce niveau, nous sommes dans un état. Lorsque tu n'as pas effectivement satisfait à tes obligations, tu ne peux pas exiger de l'autre d'accomplir les siennes. La sécurisation des agents publics est une obligation pour l'État. Je ne vois pas comment un État qui n'arrive pas à sécuriser ses agents publics puisse les obliger à rejoindre les postes. C'est comme si on mettait la charrue avant les bœufs, de mon point de vue. Chacun a ses obligations. Voilà. Il faut travailler à satisfaire ses obligations avant de réclamer la satisfaction des obligations des autres. Et je pense quand même que
la sécurisation des agents vient en amont pour que voilà, on puisse en retour les demander et de retourner dans des zones assez difficiles. Est-ce que ces agents de la fonction publique qui acceptent s'y rendre bénéficient également de cette sécurité dont vous parlez? Non, vous voyez, en réalité, on est dans un monde de liberté. Par exemple, vous pouvez consentir à ce qu'une infraction soit commise à votre endroit. Ça, c'est votre choix. Voilà, on ne peut pas effectivement dire qu'on ne peut pas vous demander des comptes à ce niveau. Vous avez décidé d'y aller, on le constate et on salue cela. Mais voilà. Ce que notre président dit, c'est que très souvent ce qu'on remarque, c'est que dans les zones, c'est les tribunaux qui ferment avant que les autres là ne ferment. C'est ce qui se passe. Et puis après, c'est difficile. C'est pas seulement les jugements que vous prononcez. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont faits, des actes administratifs. Il y a plein d'autres éléments qui sont faits autour. Oui. On vous dit, bon, maintenant pour la zone là, si vous voulez partir des fois même si à Ouaga on vous ramène, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, en fait, j'ai été un acteur dans une zone très difficile du Burkina. J'ai vécu certaines réalités. J'ai été procureur de Djibo de 2016 à 2021. Okay. Et je n'ai pas besoin de vous dire que lorsque on parle d'insécurité aujourd'hui, il s'agit effectivement de la question du terrorisme. Et ceux qui traitent de cette question en amont comme en aval, c'est bien les acteurs judiciaires. J'ai été procureur, j'ai toujours été associé lorsque des présumés terroristes sont interpellés. Et il m'appartenait de décider si c'est que les éléments que nous avons sont assez suffisants pour qu'effectivement on puisse poursuivre la procédure. Donc, au regard de tout ça, vous devez comprendre quand même que nous sommes forcément une cible privilégiée pour ces gens-là. Voilà. L'agent de santé, est-ce que vous pensez qu'il est forcément dans le même danger que, par exemple, un acteur judiciaire? Et tout c'est ça. Par le moment même, ces mêmes gens-là, ils viennent même assister à vos procès. Ils viennent dans les salles, ils assistent à vos procès, puisqu'il n'y a aucune sécurité sérieuse aux alentours des tribunaux. Moi, j'ai négocié en vain, étant à Djibo, où ça chauffait sérieusement, j'ai négocié en vain une sécurité. Je n'ai jamais obtenu la sécurité de façon officielle jusqu'à ce que je quitte Djibo. Bon, ce que vous dites, c'est indéniable, hein. On va pas contredire cela. Okay. Mais bon, moi je ne suis pas dans des styles de comparaison. Quand vous prenez aussi les enseignants, vous savez, les premiers à qui on vient de dire fermez et puis partez là. Parce que la prochaine fois quand on vient là, vous allez comprendre là. Ils savent, c'est les enseignants là. Ça aussi c'est une réalité. Donc, mais je ne suis pas dans la comparaison des risques. Et je pense aussi que vous dites quelque chose qui est pertinent, c'est qu'il y a la responsabilité aussi de sécuriser l'agent qui travaille pour l'État. Et ça, pour moi, c'est vraiment pas un débat. Mais seulement, il y a un constat, c'est que ceux qui pliaient bagages, les premiers, c'était vous. Bon, je pense que ce constat, effectivement, j'ai répondu à ce constat, parce que nous estimons que nous sommes des cibles privilégiées pour ces terroristes-là. Okay. Voilà. Allez-y, juge Bougman. Moi, ma question, c'est lié au fonctionnement au niveau des magistrats. On a vu qu'il y avait une initiative qui a été prise au niveau du CSM par rapport à l'assainissement de Voran pour des magistrats qui ont eu des indélicatesses et tout. Bon, pour des questions de procédure, l'affaire, en tout cas pour le moment, est rangée. Le chef de l'État a évoqué également ces cas-là. Bon, lui, il est allé jusqu'à dire des magistrats pourris. Bon, bref, au niveau du CSM, comment ce dossier aujourd'hui est traité? En fait, j'en viens. Parce que nous sommes dans un état de droit. Voilà, le CSM est juste une instance qui est habilitée à prendre certaines décisions. Mais ces décisions-là peuvent faire l'objet de recours. C'est ce qui s'est passé, je vois de quoi vous voulez parler, c'est ce qui s'est passé. Et le recours a été exercé, on a estimé effectivement que les droits n'avaient pas été dit à l'occasion des délibérations du CSM. Et la conséquence, vous la connaissez tous.
Oui, mais la question que les Burkinabés dans leur majorité s'étaient posée, c'est de savoir comment ceux qui instruisent peuvent se tromper sur la procédure dans une affaire qui les concerne eux-mêmes. Est-ce que ça n'a pas été programmé pour aboutir à ça? Bon, ça c'est... On peut tout dire, hein, parce que, bon, parce que si on était dans cette logique, on n'avait pas besoin de sanctionner. Mais un médecin qui se trompe de diagnostic, voilà, parce que frère, ce que nous constatons, oui, il y a une fixation, et c'est légitime, hein, une fixation voilà, qui est opérée à l'endroit des magistrats. Justement, sinon, pourquoi on ne parle pas d'un conseil de discipline ailleurs? Et quand j'ai voulu dire qu'on était effectivement des cibles des terroristes, voilà, je pense que le juge a souhaité que je ne fasse pas de comparaison. Mais c'est la réalité. La population attend beaucoup de nous, de sorte qu'effectivement, voilà, nous faisons l'objet effectivement des projecteurs de cette population. Mais il faut reconnaître aussi que beaucoup est fait. Et naturellement, quand c'est fait dans la logique de brimer, ce n'est pas seulement les sanctions disciplinaires qui sont victimes de recours devant les juridictions en ce qui concerne le CSF. Il y a eu des nominations qui ont été attaquées et annulées. Donc c'est pour dire qu'il faut observer assez de prudence lorsque on a affaire aux magistrats. Oui, ce que vous dites est vrai. Les populations attendent beaucoup de vous. On a besoin d'une population qui fasse confiance à sa justice. Sinon, elle va se régler elle-même des comptes et ça, c'est pas bien. C'est pourquoi, et si les autres corps également étaient là, la question des conseils de discipline dans les ministères aussi allait être posée. En attendant, c'est vous qui êtes là. Et ça défrayait la chronique. Et si vous suivez les émissions interactives, la question majeure en son temps, c'était pourquoi des gens qui connaissent la loi, pour une affaire aussi sensible, peuvent se tromper à tel enseigne que les recours là, sur le fond, braquent. Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que parce que il y a eu beaucoup de questions en son temps. Non, mais d'abord, comme nous avons devant vous, c'est pourquoi nous vous posons la question. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est... Je vais caricaturer ça si vous voulez. Allez-y. Vous pouvez me dire pourquoi, par exemple, un juge de premier degré prend une décision qui sera infirmée par un juge de second degré. C'est exactement ça. La seule différence ici, c'est que vous êtes juge et partie en même temps. Parce que c'est un dossier qui concerne les magistrats. Et c'est les magistrats qui... En fait, c'est la question... Non, c'est pas forcément ça. Mais qui vous dit qu'il y a des collègues qui sont jugés également auprès des juridictions correctionnelles et autres? Vous le savez très bien. Ou bien. Mais si la décision effectivement comporte des failles, naturellement que si les recours sont exercés, voilà, le droit sera dit. Voilà, peu importe qu'il s'agit de magistrats ou pas. Voilà, forcément, et surtout lorsqu'il s'agit de magistrats, il faut s'entourer d'un maximum de précautions voilà, dans la prise de décision. D'accord. Dernière réaction, juge va. Non, ce sera peut-être une question, mais bon, comme on est à la fin. C'est vrai que tout à l'heure, vous parliez par exemple de la question du terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes assez à l'aise, et je ne parle pas des moyens seulement, hein, même des réformes et tout, pour juger de ces éléments? On sait que chaque fois qu'il y a une enquête, donc moi, il y a une enquête qui s'ouvre, il y a plein d'éléments encore derrière. Et on voit maintenant des mineurs qui sont arrêtés, on nous en parlait. Quelquefois, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'aujourd'hui, notre appareil est vraiment bien outillé? Parce qu'on parlait d'un pôle spécialisé aussi sur la question. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Bon, ce que je peux dire sur la question, c'est qu'effectivement, nos autorités ont été saisies de la question et je pense que voilà, quelque chose quand même a été fait pour que les dossiers en naissance, parce que les difficultés qui ont été présentées, eux-mêmes ils ont constaté vraiment qu'il s'agissait de difficultés objectives qui empêchaient le jugement de ces affaires-là. Voilà, je pense qu'ils ont essayé à un moment donné de régler ces difficultés-là que les audiences avaient repris. Voilà, certains ont pu être jugés. Voilà, je pense que voilà, cette dynamique va se poursuivre parce qu'il ne faut pas se satisfaire de ce qui a été déjà fait. Parce que moi, ce que je déplore, c'est que ce soit le pôle anti-terreau ou bien le pôle éco-fi, l'arsenal a été moulé de sorte à penser que ces affaires-là ne se limitent qu'au premier degré. C'est une erreur de mon point de vue parce que ce soit les pôles éco-fi, que ce soit les pôles anti-terreau, les appels sont systématiques.
parce qu'il s'agit de lourdes peines. Personne ne va écoper d'une pareille peine et ne pas s'essayer en appel. Mais tel que les dispositions légales ont été vraiment présentées, ceux qui officient effectivement dans les pôles au niveau des cours d'appel ne sont même pas considérés. Dans la matière éco-fille ou bien dans la matière à la terreau, ne sont même pas considérés comme étant éléments de ces pôles-là, au regard de l'arsenal juridique. Donc vous voyez que vraiment il y a beaucoup de choses à aller prendre pour vraiment permettre une synergie d'action, une lutte efficace contre effectivement ces infractions. Et c'est la fin de cette deuxième audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que nous recevions à la barre ce matin M. Bruno Zapsonré. Il est magistrat et secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Burkina. Et avec lui, il a été question des défis et perspectives de la rentrée judiciaire selon le SAMAB. Merci d'avoir répondu à notre convocation. Merci à vous également. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.